Il y a des gens qui vivent comme s'ils marchaient avec une chaîne invisible attachée au cou. On ne la voit pas, mais on la sent. C'est le poids des jugements des autres, des attentes imposées, du besoin constant d'approbation. C'est une corde douce, mais ferme, qui vous serre lorsque vous voulez dire ce que vous pensez, lorsque vous osez agir librement, lorsque vous décidez d'être vous-même. Et si vous ne vous en rendez pas compte à temps, vous finissez par vivre une vie que vous n'avez pas choisie. Vous réagissez au lieu de décider, vous vous adaptez pour ne pas déranger, vous avalez vos émotions pour ne pas paraître faible, et peu à peu, vous vous éteignez, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Votre esprit devient une prison déguisée en stabilité, votre calme, une performance, votre authenticité, un lointain souvenir. Cette vidéo n'est pas un guide pour vous sentir mieux. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient à l'intérieur. Nous allons parler clairement, sans fioriture, sans positivisme bon marché, parce que vivre une vie émotionnellement libre, stable et authentique ne se réalise pas en fermant les yeux et en répétant de jolies phrases. On y parvient en affrontant ce que vous avez évité, vos peurs, votre dépendance émotionnelle, votre désir de plaire à tout le monde, sauf à vous-même. Depuis la philosophie stoïcienne, combinée à la psychologie et au sens pratique, nous allons parcourir 8 idées qui peuvent vous secouer. 8 principes qui ne sont pas conçus pour que vous vous sentiez à l'aise, mais pour que vous vous réveilliez, pour que vous arrêtiez de demander la permission, pour que vous lâchiez la peur de décevoir, pour que vous commenciez à vivre à partir de la vérité, pas de l'apparence. Parce que le monde ne va pas s'arrêter pour vous demander comment vous allez. La vie ne va pas s'adapter à votre fragilité. Alors soit vous vous construisez de l'intérieur, soit vous vous brisez de l'extérieur. Ici, nous ne sommes pas venus pour faire pitié. Nous sommes venus pour prendre le contrôle. Préparez-vous. Ce ne sera pas doux, mais cela peut tout changer. 1. Arrête de demander la permission d'exister. Imagine que tu es né avec des ailes, mais qu'on t'a appris depuis ton enfance que voler est dangereux. Qu'en volant trop haut, tu dérangeras les autres. Que si tu déploies tout ton potentiel, quelqu'un se sentira menacé. Alors tu apprends à réduire tes ailes, à marcher comme tout le monde, à cacher ce que tu es. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu oublies que tu es né pour voler. C'est ainsi que vit la majorité, en demandant la permission d'être eux-mêmes, en demandant l'approbation avant de prendre des décisions, en demandant la validation pour exprimer ce qu'ils ressentent. Comme si tu avais besoin de la signature de quelqu'un d'autre pour autoriser ton existence. Mais tu sais quoi? Personne ne viendra te donner cette permission, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on prend. La société t'a conditionné à plaire. Depuis tout petit, on te récompensait quand tu obéissais, quand tu souriais, même si tu étais triste, quand tu faisais ce qu'on attendait de toi. C'est ainsi que tu as appris que ta valeur dépend de ce que les autres pensent. Et cela t'a transformé en un esclave émotionnel, des opinions, de la reconnaissance, de l'acceptation des autres. Chaque fois que tu doutes de toi par peur du jugement, chaque fois que tu repousses un désir pour ne pas déranger, tu signes ta propre condamnation, vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le stoïcisme le rend clair, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu ne peux pas décider comment ils vont te voir, ce qu'ils vont penser, s'ils vont t'admirer ou te critiquer. Mais tu peux décider de vivre selon ta nature, obéir à ta conscience, être qui tu es, même quand cela dérange les autres. Épictète disait que celui qui dépend de l'approbation externe n'est pas libre. Parce que celui qui a besoin d'être accepté est prêt à se trahir pour y parvenir. Et cela n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Tu dois briser cette logique. Tu dois arrêter de demander la permission de parler, d'agir, de choisir. Parce que tant que tu attendras que les autres te donnent leur approbation, tu vivras en pause, tu avanceras avec peur, tu construiras une version de toi-même qui s'adapte mais qui ne te représente pas. Et oui, au début, ça va faire mal. Parce que quand tu arrêtes de plaire, tu déranges. Quand tu parles avec vérité, tu déranges. Et quand tu décides de vivre avec authenticité, le masque se brise. Et beaucoup ne sauront pas comment te traiter.
Mais ce rejet, ce malaise, n'est pas la fin du monde. C'est le début de ta liberté. Demander la permission d'exister est une forme lente de suicide émotionnel. C'est céder ta vie à un jury qui n'a aucune idée de qui tu es ni de ce dont tu as besoin. Combien de fois as-tu voulu dire non et tu as dit oui? Combien de fois as-tu gardé pour toi ce que tu ressentais juste pour ne pas créer de problème? Combien de fois as-tu prétendu être quelqu'un que tu n'es pas par peur de décevoir? Chacune de ces fois a été une trahison envers toi-même. La solution n'est pas de devenir arrogant, insensible ou égoïste. La solution est d'arrêter de mendier l'approbation. Agir avec intégrité, choisir avec conviction, parler avec fermeté, marcher comme si tu savais que tu n'as pas besoin de t'adapter pour avoir de la valeur. Quand tu arrêtes de demander la permission d'exister, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de plaire, tu ne cherches plus la reconnaissance, tu ne crains plus le rejet. Parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements que tu reçois, mais de la cohérence avec laquelle tu vis. Et quand tu atteins cela, tu es libre. 2. L'art sacré de dire non. Dire non, c'est comme brandir une épée invisible. Elle ne tranche pas la chair, mais brise les illusions. Elle ne fait pas couler le sang, mais blesse les égos. Elle ne crie pas, mais laisse un silence qui dérange. Car dire non, ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de souveraineté. C'est une ligne tracée au feu qui dit « tu t'arrêtes ici. À partir de là, c'est moi qui commande ». Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir, à dire oui par politesse, par courtoisie, par peur de décevoir, à faire plaisir à tout le monde, même si cela nous détruit à l'intérieur. On nous entraîne à céder, pas à décider. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit par croire que dire non est un acte d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est l'acte le plus profond de respect envers soi-même. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu avais envie de crier non? Combien de fois as-tu accepté des charges, des faveurs, des engagements qui t'ont épuisé l'âme juste pour ne pas déplaire? Le prix de ne pas savoir dire non ne se paie pas tout de suite. Il se paie plus tard, dans l'épuisement, dans la frustration, dans le ressentiment accumulé. Il se paie avec ton énergie, ton temps et ta paix intérieure. Le stoïcisme l'exprime de manière crue mais limpide. Tu n'es pas ici pour vivre selon les attentes des autres. Tu es ici pour vivre dans la vertu. Et une vie vertueuse ne se construit pas dans la complaisance, mais dans le discernement. Dire non quand il le faut n'est pas un acte de violence, c'est un acte de sagesse. Parce que chaque non que tu dis au monde est un oui que tu te dis à toi-même. Marc Aurèle disait qu'une personne qui ne contrôle pas sa volonté est condamnée à être l'esclave des désirs des autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu crains de dire non. Tu deviens un outil, pas un individu. Tu t'utilises toi-même pour le confort des autres, même si cela te tue à l'intérieur. Dire non demande du courage. Il faut supporter le silence gênant, le visage déçu, le jugement de ceux qui s'attendaient à ce que tu te trahisses une fois de plus. Mais cela t'apporte aussi quelque chose d'inestimable, une autorité intérieure. Parce qu'à chaque fois que tu dis non avec conviction, tu te renforces. Tu cesses d'être une feuille emportée par le vent et deviens un chêne que personne ne peut faire plier. Il ne s'agit pas de devenir une personne fermée, froide ou inaccessible. Il s'agit de savoir quand tu agis par amour pour toi-même et quand tu agis par peur. Un oui né de la peur de perdre quelque chose n'est pas de la générosité, c'est de la soumission. Et la soumission prolongée devient de l'auto-abandon. Apprends à reconnaître les signaux. Si quelque chose te fatigue avant même de commencer, si cela pèse sur ta poitrine, si tu le fais par peur et non par conviction, alors le plus courageux que tu puisses faire, c'est de refuser. N'explique pas, ne justifie pas, ne demande pas pardon de te protéger. Ton temps et ton énergie sont limités. Chaque oui mal accordé est du temps volé à tes propres projets, à tes propres rêves, à ta propre vie. L'art de dire non ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça fait mal, ça t'expose, ça te confronte à tes plus grandes peurs, le rejet, la solitude, le conflit. Mais si tu ne l'apprends pas, tu paieras un prix bien plus élevé, une vie vécue pour les autres, pas pour toi.
Alors commence aujourd'hui. Pas avec des cris, pas avec violence, mais avec clarté. Apprends à regarder quelqu'un dans les yeux et dire « non », parce que je me respecte. Et si cette personne ne le comprend pas, ce n'est pas ton problème. Ton travail n'est pas de rendre tout le monde heureux. C'est de rester fidèle à toi-même. 3. Brise les chaînes invisibles du « qu'en dira-t-on ». Il y a des prisons sans barreaux, mais qui t'empêchent quand même de bouger. Il n'y a pas de gardien, pas de clé, pas de mur en béton. Juste une voix dans ta tête qui répète encore et encore. Et s'il n'aime pas? Et s'il te critique? Et s'il te rejette? Cette voix, c'est le « qu'en dira-t-on ». Et tant que tu continueras à l'écouter, peu importe combien de portes s'ouvrent devant toi, tu vivras piégé. Le « qu'en dira-t-on » est une forme silencieuse d'esclavage mental. Il ne te crie pas dessus, mais il te conditionne. Il ne te frappe pas, mais il te paralyse. Il te fait modifier ta façon de t'habiller, de parler, d'agir, de rêver. Tout pour ne pas être pointé du doigt, pour ne pas être différent, pour ne pas décevoir. Et le pire, c'est que tu ne sais même pas qui sont eux. Tu sais juste qu'ils sont là, à observer, à juger, à attendre ta prochaine erreur. Et tu sais quoi? Ils n'existent pas, ou du moins pas comme tu le penses. La plupart des gens sont trop occupés à gérer leur propre insécurité pour te prêter autant d'attention. Mais tu as construit un public imaginaire dans ton esprit, une sorte de tribunal qui évalue tout, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis, ce que tu tais, et tu leur donnes du pouvoir, tu leur donnes la permission de décider pour toi. Le stoïcisme te confronte à une vérité inconfortable. Tant que tu vivras pour le regard des autres, tu ne seras jamais libre. Épictète disait que si tu cherches à plaire à tout le monde, tu es perdu. Parce que les désirs des autres sont changeants, capricieux, contradictoires. Tu ne seras jamais assez pour tout le monde, et plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » n'est pas un acte de rébellion superficielle. C'est une révolution interne. C'est comprendre que tu ne peux pas construire une vie authentique si tu passes tout ton temps à regarder à l'extérieur. Que tu ne peux pas prendre de décision par peur du jugement et espérer te sentir en paix. Combien de fois as-tu caché tes passions par peur de paraître étrange? Combien de fois as-tu gardé ton opinion pour toi pour ne pas créer de conflit? Combien de projets as-tu enterrés simplement parce que quelqu'un pourrait penser que tu n'es pas assez bon? Chaque fois, tu as perdu une partie de toi. Et non, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'indifférent ou d'arrogant. Il s'agit de changer de focus, d'arrêter de vivre en fonction de la façon dont tu es perçu et de commencer à vivre en fonction de qui tu es vraiment. Parce que si ton identité dépend de la validation externe, tu seras toujours exposé, toujours vulnérable, toujours en doute. Rompre avec le « qu'en dira-t-on » fait mal, parce que cela implique de décevoir. Cela implique de déranger. Cela implique que certains s'éloignent parce que tu ne peux plus être la version domestiquée de toi-même. Mais cela libère aussi, parce que chaque pas que tu fais sans demander la permission, chaque fois que tu t'exprimes sans filtre, chaque décision que tu prends sans consulter le fantôme du jugement d'autrui, te rapproche de ton essence. L'opinion des autres peut être un bruit de fond. Tu n'as pas à te battre avec elle. Tu as juste à ne pas lui obéir. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu as besoin de vivre en accord avec toi-même, de sorte que la critique ne te brise pas et que l'éloge ne te distrait pas. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une personne qui se regarde dans le miroir et sait qu'elle ne doit rien à personne, qui ne se mesure pas aux standards des autres, qui ne fait pas semblant pour s'intégrer. Cette personne est dangereuse parce qu'elle est libre. Et si tu écoutes ceci, c'est parce qu'au fond de toi, tu es fatigué de vivre sous le poids des attentes. Alors lâche-les. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à être accepté, tu n'as pas à être compris. Tu as juste à être toi, sans chaîne, sans permission, sans peur. 4. Si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas. Imagine une ville pendant une panne de courant. Les lumières s'éteignent, le bruit s'arrête, les gens se cachent. Mais au milieu de toute cette obscurité, il y a une maison avec une bougie allumée.
Ce n'est pas la plus brillante ni la plus grande, mais elle est toujours là, ferme, brûlante en silence. C'est ainsi que tu devrais être lorsque tout autour de toi s'effondre. Parce qu'il y a des moments où le monde entier semble s'arrêter. Les gens changent, les relations se refroidissent, les plans échouent, les circonstances frappent sans prévenir. Et si tu n'as rien allumé en toi, tu disparais avec le reste. Tu t'éteins avec l'environnement. Tu te dilues dans le chaos. Beaucoup vivent comme si leur identité dépendait de ce qu'ils ont autour d'eux. Leur estime de soi est soutenue par l'attention qu'ils reçoivent. Leur sécurité est alimentée par les applaudissements. Leur but dépend des autres. Mais quand tout cela s'éteint, quand il n'y a plus de reconnaissance, quand ils sont seuls, quand personne ne les voit, ils s'effondrent. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur qui les maintient debout. Le stoïcisme ne t'apprend pas à dépendre de l'extérieur. Il t'apprend à devenir ce feu intérieur qui ne s'éteint pas, même si le vent souffle fort. Marc Aurèle a écrit que ton esprit peut être comme une forteresse imprenable, mais seulement si tu décides de l'occuper et de la défendre. Et cela ne peut être réalisé qu'en cultivant une identité qui n'est pas liée au bruit du monde. Tu dois apprendre à être avec toi sans avoir besoin d'approbation, sans avoir besoin de compagnie, sans avoir besoin de stimuli constants. Peux-tu être en silence avec toi-même sans te sentir perdu? Peux-tu continuer même si personne ne te regarde? Peux-tu maintenir ta valeur même s'il n'y a pas un seul témoin? Parce que la vérité est dure, il y aura des jours où tu n'auras personne, des jours où tu ne recevras aucune reconnaissance, des jours où il semblera que tout ton effort ne vaut pas la peine. Et c'est dans ces jours que ta véritable force est mesurée. Pas quand tout va bien, pas quand le monde te célèbre, mais quand tu es seul, quand le monde est éteint et que tu décides de ne pas disparaître. Tu n'as pas besoin d'être brillant tout le temps, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tout, mais tu as besoin d'être constant, d'être ferme, d'être toi, même quand personne d'autre n'est là. C'est ce qui fait la différence, parce que pendant que beaucoup se réinventent selon l'opinion des autres, tu deviens un phare, quelqu'un qui se tient debout, peu importe la tempête. Quand ton sens de l'identité est ancré dans des valeurs réelles, tu n'es pas emporté par le courant. L'opinion change, les gens vont et viennent, la vie frappe sans prévenir, mais tu restes debout, non pas parce que tu es insensible, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu as appris à ne dépendre de rien qui soit en dehors de toi. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la force. C'est avoir une vie intérieure si solide que tu peux être dans l'obscurité sans perdre ton chemin. C'est te construire de l'intérieur pendant que tout l'extérieur s'effondre. C'est résister, non pas par fierté, mais par clarté. Alors si le monde s'éteint, que tu ne disparaisses pas, que ta voix intérieure continue à te parler clairement, que ton feu ne dépende pas du courant électrique des autres, que tu puisses marcher dans l'obscurité sans te trahir. Parce que c'est la vraie liberté, non seulement être toi quand tout brille, mais continuer à l'être quand tout s'éteint. 5. Écris ton code interne et obéis seulement à lui. Imagine que tu marches dans une ville pleine de signes. À chaque pas, une indication. Tourne à droite. Ne parle pas trop. Habille-toi comme ça. Pense de cette façon. Ne te démarque pas. Ce n'est pas une ville, c'est une programmation. Et toi, sans t'en rendre compte, tu obéis comme si ces signes étaient des lois universelles. Mais t'es-tu déjà demandé qui les a écrits? La plupart des gens vivent selon un code qui n'est pas le leur. Ils suivent des normes imposées par la famille, la culture, la société, les médias. Ils agissent selon ce qui est attendu, ce qui est correct, ce qui est normal. Et chaque décision qu'ils prennent, chaque chemin qu'ils choisissent est guidé par une voie qui ne leur appartient pas. C'est comme vivre avec un scénario étranger, répétant des phrases que tu n'as jamais remises en question, suivant des règles que tu n'as jamais signées. C'est là le problème. Tant que tu vis en respectant le code des autres, tu ne seras jamais libre. Tu pourras avoir du succès, de la reconnaissance, de l'admiration. Mais tu n'auras pas la paix, parce qu'au fond de toi, quelque chose sait que tu vis un mensonge déguisé en discipline. Le stoïcisme le rend clair.
Ta seule responsabilité est envers toi-même. Et pour cela, tu as besoin d'écrire ton propre code. Un système de valeurs personnelles, ferme, non négociable. Quelque chose qui ne change pas selon le lieu, la compagnie ou le jour. Parce que si tu n'as pas un code interne, tu t'adapteras à ce que dicte l'environnement. Et l'environnement change toutes les 5 minutes. Écrire ton code n'est pas copier des phrases motivantes. C'est te demander, avec une brutalité honnête, qu'est-ce que je respecte vraiment? Quelles sont les choses que je ne suis jamais prêt à trahir? Quels principes me définissent même si personne ne les voit? Peut-être que pour toi c'est la loyauté, peut-être la justice, l'autodiscipline, l'amour de soi, l'authenticité, peu importe lesquels, mais ils doivent être réels. Ils doivent venir de toi, pas des attentes des autres. Et une fois que tu les as définis, obéis-leur comme si c'était la loi. Non pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que tu l'as décidé. Sénèque parlait de vivre en accord avec la nature rationnelle de l'être humain. Et cela signifie agir en cohérence avec ton essence, pas avec les apparences. Cela signifie ne pas trahir tes valeurs simplement parce que quelqu'un est offensé, parce que c'est inconfortable ou parce qu'il est plus facile de se taire. Quand tu obéis à ton propre code, tu deviens indomptable. Il n'y a pas de pression sociale qui peut te plier. Il n'y a pas de manipulation émotionnelle qui fonctionne. Il n'y a pas d'éloge qui t'enivre, ni de critique qui t'arrête. Parce que tu n'agis pas pour la récompense ou par peur. Tu agis par fidélité à toi-même. Mais bien sûr, cela a un prix. Le prix de la solitude, le prix de l'incompréhension, le prix d'être vu comme difficile, distant ou trop intense. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils préfèrent être acceptés par tous plutôt que d'être fidèles à eux-mêmes. Mais tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour être vrai. Et la vérité fait mal, dérange, est incomprise. Mais elle libère aussi, parce que quand tu sais qui tu es et à quoi tu réponds, le monde peut changer de forme et tu resteras debout. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as besoin d'être d'accord avec toi-même. Que tu te regardes dans le miroir et dises « Je n'ai pas trahi mes principes aujourd'hui ». C'est la victoire qui compte. Alors écris ton code, grave-le dans ton esprit, obéis-le en silence, et que le bruit du monde ne soit jamais plus fort que ta propre voix. 6. Rompre avec le déguisement de la popularité. Certaines masques ne se posent pas sur le visage, mais sur l'âme. Ils sont brillants, accrocheurs, applaudis. Ils s'adaptent parfaitement à ce que tout le monde veut voir. Et le pire de tout, c'est qu'ils fonctionnent. Ils vous donnent de l'attention, des likes, de la reconnaissance. Ils vous donnent une identité façonnée par la mode, l'algorithme et l'approbation collective. Mais à l'intérieur, quelque chose se vide. La popularité est confortable. Faire partie de la majorité vous fait vous sentir en sécurité. Si vous faites ce que tout le monde fait, personne ne vous questionne. Si vous pensez comme tout le monde, il n'y a pas de conflit. Si vous vous habillez, parlez et agissez comme le courant le dicte, vous serez accepté. Mais à quel prix? Au prix de ne pas être vous-même. Derrière le déguisement de la popularité, il y a de la peur. Peur de ne pas appartenir. Peur d'être invisible. Peur d'être différent. Alors vous apprenez à cacher votre authenticité sous des tendances vides. Vous renoncez à vos véritables intérêts pour vous intégrer. Vous éteignez votre pensée critique pour ne pas être pointé du doigt. Et vous finissez par vivre une vie superficielle, décorée à l'extérieur et vide à l'intérieur. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que vous soyez spécial. Il cherche à ce que vous soyez réel. Marc Aurèle a écrit que si ce que vous faites est juste, peu importe si personne ne le voit. Mais à cette époque, tout tourne autour de ce qui est visible. Ce qui compte n'est pas tant qui vous êtes, mais comment vous paraissez. Ce qui compte n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous montrez. L'image est devenue la priorité, et la vérité, un obstacle. Rompre avec la popularité n'est pas un acte de rébellion infantile. C'est une déclaration de maturité. C'est réaliser que votre valeur ne peut pas dépendre de l'opinion volatile des masses. Parce que ce qui est applaudi aujourd'hui sera ridiculisé demain. Ce qui est tendance aujourd'hui sera oublié demain.
Quand vous décidez de retirer le déguisement, vous vous exposez. Beaucoup ne sauront pas comment vous traiter. Certains penseront que vous êtes devenu arrogant. D'autres s'éloigneront parce que vous ne jouez plus le même jeu. Mais ce malaise fait partie du processus, parce que vous ne pouvez pas être libre si vous continuez à être esclave de l'image. Être vous-même dans un monde qui récompense l'imitation est un acte de courage. Cela signifie parler différemment quand tout le monde répète la même chose. Cela signifie agir par conviction quand les autres agissent pour l'approbation. Cela signifie choisir la profondeur dans un environnement qui ne consomme que la surface. Les gens craignent de sortir du moule parce qu'ils craignent le rejet. Mais il y a quelque chose de pire que d'être rejeté par les autres, se rejeter soi-même. Faire semblant si longtemps que vous finissez par croire que cette version décorée et vide est qui vous êtes vraiment. Vivre piégé dans une façade que vous ne pouvez plus soutenir. La liberté commence quand vous arrêtez de demander la permission de penser différemment. Quand vous renoncez aux applaudissements faciles, quand vous arrêtez de vous habiller avec des idées empruntées juste pour vous intégrer dans une conversation. Vous n'êtes pas obligé de suivre aucune tendance. Vous n'avez pas à penser comme tout le monde. Vous n'avez pas à être viral pour être précieux. Votre authenticité vaut plus que n'importe quelle acceptation collective. Et oui, il y aura des moments où le chemin se sentira plus solitaire. Mais il se sentira aussi plus propre, plus vrai, plus à vous. Arrêtez de vous habiller avec ce qui est à la mode, si cela signifie vous déshabiller de qui vous êtes. La popularité est une drogue qui anesthésie l'âme. Elle vous fait vous sentir bien à l'extérieur pendant qu'elle vous endort à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de plus de déguisement. Vous avez besoin de plus de vérité, plus d'identité. Plus de courage, rompre avec la popularité si cela signifie revenir à vous. Parce que rien de ce que vous pouvez perdre en étant authentique ne se compare à ce que vous perdez en prétendant toute votre vie. 7. Ferme les cycles qui ne te permettent plus de grandir. Il y a des étapes de la vie qui sont comme des petites pièces. Au début, elles sont confortables, familières, voire sûres. Mais avec le temps, elles commencent à t'étouffer. Le plafond semble plus bas, les murs plus étroits, tu ne peux plus bouger librement, et pourtant, tu restes là. Non pas parce que c'est le meilleur endroit, mais parce que tu as peur d'ouvrir la porte. Fermer des cycles ne signifie pas toujours quelque chose de tragique. Parfois, il s'agit simplement d'être honnête avec toi-même, de reconnaître que ce qui t'a servi à un moment donné te stagne maintenant, que ce qui était un jour un foyer est devenu une prison aujourd'hui, que tu ne peux pas continuer à avancer si tu restes attaché à ce qui ne vibre plus avec toi. Mais nous avons du mal. Nous avons du mal à lâcher prise. Nous nous accrochons par habitude, par nostalgie, par peur du vide. Nous préférons l'inconfort connu à l'incertitude. Nous nous racontons des histoires pour justifier ce qui n'a plus de sens. Et pendant ce temps, nous perdons du temps, de l'énergie, de la vie. Fermer un cycle est un acte de maturité brutale. Cela signifie accepter que tout ne doit pas durer éternellement, qu'il y a des personnes, des emplois, des habitudes et des lieux qui n'avaient qu'un rôle temporaire dans ton chemin. Ils n'étaient pas éternels, ils étaient des leçons. Et quand la leçon se termine, rester accroché ne fait que générer de l'usure. Ne pas fermer à temps te brise de l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui porte des relations vides, qui répète des routines sans sens, qui revit des blessures anciennes comme si elles faisaient partie de son identité. Et cela t'empêche de grandir. Parce que grandir exige de l'espace. Et si cet espace est occupé par ce qui n'ajoute plus, il n'y a pas de place pour le nouveau. Il faut avoir le courage de regarder ce qui ne fonctionne plus et dire « jusqu'ici ». Sans rancune, mais avec fermeté. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu te respectes. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as compris que rester là te coûte plus que de lâcher prise. Fermer un cycle n'implique pas toujours de faire du bruit. Parfois, c'est une décision silencieuse. Parfois, c'est arrêter de répondre aux messages, arrêter de justifier les absences, arrêter d'insister là où il n'y a plus de réciprocité.
Parfois, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'un adieu dramatique pour recommencer. Beaucoup de personnes n'évoluent pas parce qu'elles sont émotionnellement coincées dans des passés qui n'existent plus. Elles continuent à parler avec la voix du traumatisme. Elles continuent à penser avec les idées d'il y a des années. Elles continuent à répéter des schémas parce qu'elles n'osent pas les briser. Mais la vie n'attend pas. Si tu ne te lâches pas, tu restes en arrière. Couper avec ce qui ne te permet pas de grandir est un acte d'amour-propre. Non pas d'égoïsme, non pas d'ingratitude, non pas de dureté. Amour-propre. Parce que tu sais quand quelque chose est terminé, mais tu fais l'aveugle. Tu ressens le stagnement, mais tu lui donnes de jolis noms. Patience, loyauté, espoir. Ne te trompe pas. Le cycle ne se ferme pas lorsque tout est résolu. Il se ferme lorsque tu décides d'arrêter de mettre ton énergie dans ce qui ne bouge plus. Parce que parfois, continuer à essayer n'est pas du courage, c'est du déni. Et continuer à le porter n'est pas de la fidélité, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas fait pour rester au même point. Tu es fait pour avancer, pour te transformer, pour lâcher ce qui ne te construit plus. Et ça fait mal, oui, mais ça fait plus mal de vivre une vie qui ne t'appartient plus. 8. Ne justifie pas ta paix, protège-la. La paix intérieure ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas, elle ne se vante pas, elle est silencieuse, solide, profonde, et c'est pourquoi elle dérange. Parce que dans un monde accro au chaos, à l'urgence, au drame constant, une personne en paix devient un miroir inconfortable. Elle reflète ce qui manque aux autres, et c'est pourquoi ils t'attaquent, te questionnent, te provoquent. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas te comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est te faire sortir de là. Quand tu commences à guérir, à poser des limites, à prendre soin de toi, quelque chose d'étrange se produit. Tout le monde ne se réjouit pas. Certains sont irrités, d'autres s'éloignent, et quelques-uns tentent de saboter ton calme, non pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que tu ne joues plus le même jeu. Tu n'es plus disponible pour leur manipulation, leur chantage, leur toxicité déguisée en affection. Alors arrivent les questions déguisées en inquiétude. Pourquoi es-tu si distant? Qu'est-ce qui t'arrive dernièrement? Te crois-tu meilleur que les autres? Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de l'inconfort. Parce que tu as cessé d'être prévisible, parce que tu ne réagis plus de la même manière, parce que tu ne leur donnes plus un accès libre à ton esprit ni à ton temps. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Ils se sentent coupables. Ils ressentent le besoin de justifier leur paix. Ils commencent à s'expliquer, à se défendre, à donner des raisons pour les décisions qu'ils ont prises pour aller mieux, comme si ta tranquillité avait besoin d'une approbation externe. Comme si pour être bien, tu devais demander la permission. Ne le fais pas. Ne justifie pas ta paix. Protège-la. Avec tout. Avec distance. Avec silence. Avec fermeté. Tu n'es pas obligé de donner des explications pour prendre soin de ton bien-être. Tu ne dois à personne les détails de ta guérison. Parce que ta paix est à toi. Et souvent, le simple fait d'être en paix est déjà une menace pour ceux qui vivent du conflit. La véritable force n'est pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais de ne pas te laisser entraîner dans le bruit. Tu n'as rien à prouver. Si tu as trouvé un équilibre interne, défends-le comme un trésor, parce que c'est ce que c'est, quelque chose qui a coûté des larmes, des processus, des décisions difficiles. Ce n'était pas gratuit. Alors ne laisse pas n'importe qui entrer. Ta paix est une muraille, pas un lieu touristique. Tout le monde ne peut pas entrer. Tout le monde ne doit pas entrer. Et c'est bien ainsi. Tu n'es pas cruel en te protégeant. Tu es conscient. Tu es mature. Tu es quelqu'un qui a appris que tout ce qui brille n'ajoute pas, que toute compagnie n'est pas une compagnie, et que tout ce qui fait mal ne mérite pas une seconde chance. Certaines personnes ne s'approchent que pour déstabiliser, pour te réaccrocher, pour vérifier si tu es toujours le même qu'avant. Ne leur donne pas cette entrée, ne te justifie pas, ne te rabaisse pas, n'essaie pas de convaincre celui qui ne t'a jamais compris. Et ne le fais pas seulement avec les personnes, fais-le aussi avec les habitudes, avec les pensées, avec les environnements. Il y a des routines qui interrompent ta paix, des idées qui te sabotent, des environnements qui te drainent. Élimine-les sans culpabilité.
Ta tranquillité n'est pas négociable, parce que sans elle, tout le reste perd son sens. Vivre en paix n'est pas fuir la réalité. C'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine d'être. C'est arrêter de réagir à tout. C'est ne pas permettre que le bruit du monde étouffe ta voix intérieure. C'est avoir clair que tu n'as pas besoin d'être compris pour être bien. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même. Alors, protège ta paix avec ongles et dents. Ne l'offre pas sur un plateau, ne la prête pas à celui qui ne sait pas l'apprécier. Et si quelqu'un ne comprend pas ta distance, ton silence, ton changement, qu'il ne le comprenne pas, qu'il reste confus, parce que ton calme n'est pas à vendre, il ne se discute pas, il ne se justifie pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, imagine que tu naisses enchaîné dans une cellule, mais les chaînes ne sont pas à tes poignets, elles sont dans ton esprit. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de serrure, il n'y a que toi, tes pensées et la porte ouverte. Tu pourrais sortir quand tu le souhaites, mais tu ne le fais pas, parce qu'au lieu de bouger, tu attends, au lieu de décider, tu hésites, au lieu d'agir, tu rêves éveillé. Et ainsi passent les jours, les mois, les années, enchaînés par ton propre manque d'action. C'est le véritable problème. La plupart des gens n'ont pas besoin d'être libérés, ils ont besoin d'être réveillés. Tu en as marre de te motiver pendant un moment et de revenir à la même chose. Tu le sais. Tu sais ce que tu dois faire, ce que tu remets à plus tard, les excuses que tu répètes comme si elles faisaient partie de ton identité. Et pourtant, tu restes là, à attendre. Il ne te manque pas d'informations, il te manque du courage. Il ne te manque pas de temps, il te manque de décision. Et c'est le feu que nous allons allumer aujourd'hui. Le stoïcisme n'est pas une liste de phrases à se faire tatouer ou à partager sur les réseaux sociaux. Le véritable stoïcisme se travaille, se vit, s'applique dans la douleur, dans l'inconfort, au moment précis où la plupart abandonnent. C'est une philosophie d'action, de responsabilité et de transformation. Cette vidéo n'est pas un divertissement. C'est un guide pour rompre avec la passivité, pour arrêter d'attendre que quelque chose change sans rien faire. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, le temps le prendra pour toi. Et si tu ne décides pas qui tu veux être, tu finiras par être ce que le monde t'impose. Tu vas découvrir 8 principes stoïciens. 8 actions que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce ne sont pas des promesses vides. Ce sont des outils réels, conçus pour transformer ta vie si tu es prêt à te confronter à toi-même. Mais souviens-toi, rien ne change si tu ne changes pas. Es-tu prêt? Commençons. 1. Ordonne à ton corps, ne demande pas la permission. Imagine que tu as un cheval sauvage, fort, rapide, plein d'énergie, mais sans cavalier. Il court sans direction, s'effraie facilement, s'arrête quand il veut et marche là où il ne devrait pas. Il peut t'emmener très loin ou te faire écraser contre une pierre. Ce cheval, c'est ton corps. Et si tu n'apprends pas à le monter fermement, il finira par te dominer. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, se laissant emporter par leurs impulsions. Si le corps a faim, il mange n'importe quoi. S'il a sommeil, il dort plus qu'il ne le faut. S'il se sent fatigué, il annule. S'il est à l'aise, il reste immobile. Et sais-tu quel est le problème ? Le corps n'est pas fait pour prendre des décisions, il est fait pour les obéir. Mais tu lui donnes le contrôle. Commander le corps ne signifie pas l'ignorer. Cela signifie prendre le contrôle. Cela signifie cesser de lui demander la permission d'agir et commencer à lui donner des ordres clairs. Se lever quand le réveil sonne, pas quand on en a envie. S'entraîner même si on est fatigué. S'asseoir pour travailler même si on n'est pas d'humeur. Le corps n'a pas besoin de motivation, il a besoin de direction. Les stoïciens le savaient. Ce qui fait mal forme le caractère, ce qui est inconfortable forge la vertu, et ce qui est fait, même si cela ne provoque pas, te libère. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, se répétait chaque matin qu'il n'était pas né pour rester allongé entre les draps, mais pour faire ce qu'il devait.
parce qu'il comprenait que le corps préférera toujours la voie facile. Et si tu te laisses emporter par cela, ton destin sera exactement le même, facile, mais vide. Te rends-tu compte ? Chaque fois que tu décides d'agir malgré la paresse, malgré la fatigue, tu entraînes quelque chose de plus grand que les muscles. Tu entraînes ta volonté. Parce que la discipline n'est pas une émotion, c'est une pratique. Elle ne dépend pas du fait que tu passes une bonne journée, elle dépend du fait que tu aies une décision ferme. Commander le corps, c'est franchir cette ligne où la plupart abandonnent. C'est arrêter de chercher des excuses et commencer à construire des résultats. Il ne s'agit pas de se faire du mal, il ne s'agit pas de vivre en punition. Il s'agit de se diriger, de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de ressentir pour bouger, mais qui bouge parce qu'il sait qui il veut être. Chaque fois que tu remets à plus tard, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu obéis à une excuse, tu renforces une identité qui ne te mène nulle part. Mais chaque fois que tu agis malgré tout, tu sculptes une version de toi plus forte, plus ferme, plus libre. Parce que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, quand tu veux. La liberté est de pouvoir faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. Le corps est un outil. Utilise-le. Guide-le. Ordonne-lui. Fais-lui comprendre par des actions que tu commandes. Ne lui demande pas s'il veut être mal à l'aise, s'il veut se lever, s'il veut avancer, parce que tu connais déjà la réponse. Le corps cherche le plaisir, pas le but. Et si tu lui donnes le volant, tu finiras par stagner. Alors arrête de négocier avec tes impulsions. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment est maintenant, et il commence par un ordre clair. Lève-toi, bouge, fais ce que tu as dit que tu ferais, peu importe si tu en as envie. Ce qui compte, c'est si tu es engagé. 2. Fais du mouvement ton rituel sacré. Pense à l'eau stagnante. Au début, elle semble tranquille, mais avec le temps, elle pourrit. Elle perd sa clarté, sa force, son but. Le mouvement est ce qui maintient l'eau en vie, et c'est aussi ce qui maintient ta pensée, ton énergie, ta volonté en vie. Sans mouvement, tout se corrompt. La discipline se flétrit, le caractère s'oxyde, l'âme s'endort. C'est pourquoi, si tu veux transformer ta vie, tu dois bouger. Pas de temps en temps, pas seulement quand tu es motivé, tous les jours, parce que le corps a été fait pour agir, pas pour rester coincé sur une chaise en attendant l'inspiration. Et le stoïcisme le rend clair. Il n'y a pas de vertu sans action. Il n'y a pas de clarté sans effort. Il n'y a pas de transformation sans mouvement constant. L'erreur de beaucoup est de croire qu'ils doivent d'abord se sentir bien pour agir, qu'il faut d'abord que l'émotion correcte apparaisse, la motivation idéale, le « maintenant je peux ». Mais cela n'arrive pas, ou si cela arrive, cela part vite. Et pendant que tu attends que ton état interne change, tu perds des jours, des mois, des années. Le mouvement ne dépend pas de ce que tu ressens. Le mouvement est un choix que tu fais au-dessus de tes émotions. Fais du mouvement un rituel, un engagement envers toi-même. Peu importe si c'est s'entraîner, marcher, nettoyer ton espace, respecter une routine. L'important est que ton corps comprenne qu'il n'est pas en charge, qu'il y a une volonté supérieure qui ordonne et dirige. Parce que chaque fois que tu choisis de bouger quand tu ne veux pas, tu construis une nouvelle identité, plus forte, plus ferme, plus inarrêtable. Sénèque disait que l'action guérit le désespoir, que lorsque l'esprit s'enfonce dans le doute, l'anxiété, la paresse, le mouvement le réveille. Et c'est vrai, parce que le corps entraîne l'esprit. Si tu attends de te sentir prêt à bouger, tu ne bougeras jamais. Mais si tu bouges, même si tu n'es pas prêt, tu deviens quelqu'un prêt à tout. Les rituels sont importants. Ils disent à ton esprit qui tu es et ce que tu attends de toi. Si chaque matin tu t'entraînes, aussi minime soit la routine, tu envoies un message puissant « Je ne m'arrête pas ». Si chaque jour tu fais au moins une action inconfortable, tu renforces l'idée que ta volonté ne dépend pas du temps, de l'humeur, ni de la fatigue. Elle dépend seulement de ta décision. Fais-le comme un guerrier qui aiguise son épée chaque jour, non pas parce qu'il va se battre aujourd'hui, mais parce qu'il sait que le combat arrive sans prévenir. Tu vas aussi affronter des jours difficiles. Tu auras des moments où tout en toi te demandera de renoncer. Et si tu n'as pas entraîné le mouvement comme un rituel, tu céderas.
Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire toujours, de garder le corps éveillé, de te rappeler chaque jour que tu es en vie, non pas parce que tu penses ou désires, mais parce que tu fais. Le stoïcisme n'est pas une idée, c'est une pratique, et on la pratique avec le corps en mouvement. Bouge, même si ça fait mal, même si tu n'as pas envie, même si tu as l'impression que ça ne sert à rien, parce que le simple fait de bouger t'éloigne déjà de la version de toi qui veut t'abandonner. Fais du mouvement ton rituel sacré, parce que là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Là où il y a de l'action, il y a du pouvoir. Et là où il y a de la discipline physique, il y a de la liberté mentale. 3. Fais taire le voleur silencieux de ta concentration. Imagine que tu construis un temple, pierre par pierre, jour après jour. Mais chaque fois que tu te laisses distraire, quelqu'un d'invisible entre et vole une partie de ce que tu as déjà érigé. Il ne fait pas de bruit, il ne casse rien. Il prend simplement ce qui est à toi et disparaît. À la fin de la journée, tu te rends compte que tu as été occupé, mais tu n'as pas avancé. Tu étais éveillé, mais pas présent. Tu étais en mouvement, mais pas dans la bonne direction. Ce voleur s'appelle la distraction, et il te vole sans que tu t'en rendes compte. Nous vivons entourés de bruit, notifications, réseaux, messages, pensées incessantes. Tout semble urgent, tout exige de l'attention, tout interrompt. Mais plus tu t'occupes de choses en même temps, moins tu accordes d'attention réelle à ce qui compte. Et sans concentration, il n'y a pas de progrès. Tu peux avoir le meilleur plan, la meilleure énergie, les meilleures intentions. Mais si tu ne concentres pas ton esprit, tout se dilue, tout se perd. Les stoïciens valorisaient la clarté intérieure comme une vertu fondamentale. Pour eux, le contrôle de l'attention était le début de la maîtrise de soi, parce qu'ils savaient qu'un esprit dispersé est un esprit faible. Un esprit qui ne distingue pas l'essentiel du superficiel vit à la merci de l'extérieur. Et c'est ainsi que beaucoup se perdent, non pas parce qu'ils n'ont pas d'objectif, mais parce qu'ils ne peuvent pas maintenir leur regard dans une seule direction. Faire taire le voleur de concentration est une guerre quotidienne. Parce qu'il ne suffit pas d'éteindre le téléphone portable ou de fermer un onglet. Tu dois faire le silence à l'intérieur. Tu dois t'asseoir avec toi-même sans fuir. Tu dois retrouver la capacité d'être complètement dans une seule chose, dans un seul moment, sans te fragmenter. Pense à un rayon de soleil. Lorsqu'il est dispersé, il chauffe à peine. Mais lorsqu'il est concentré, il brûle. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu l'entraînes à être sur ce qui compte, il devient une force irrésistible. Mais si tu le laisses sauter de stimulus en stimulus, il devient faible, anxieux et vide. La concentration n'apparaît pas seule, elle se construit. Et pour la construire, tu dois éliminer l'excès. Tu ne peux pas te concentrer si tu es entouré de stimuli inutiles. Tu ne peux pas te concentrer si tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas te concentrer si tu vis en réagissant. Tu as besoin d'espaces de silence, des horaires clairs, des priorités fermes et surtout le courage de ne pas te laisser distraire par ce qui divertit mais ne transforme pas. Fais de la concentration une pratique. Décide chaque jour ce que tu vas faire et ce que tu vas ignorer. Sois brutalement sélectif avec ton attention. Demande-toi constamment, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux construire? Et si cela n'ajoute rien, élimine-le, parce que ton temps est limité et chaque interruption a un coût que tu vois rarement, mais que tu paies toujours. Le voleur de concentration ne se présente pas sous les traits d'une menace. Il se présente sous les traits du confort, du divertissement, du juste un moment. Mais ce juste un moment répété 100 fois est ce qui te laisse stagner. Et si tu ne te réveilles pas, tu vas regarder en arrière et te rendre compte que tu as vécu distrait de ton propre but. Alors prends le contrôle, éteins ce qui est inutile, ferme ce qui te retire de la présence. Et surtout, entraîne ton esprit à être là où tes pieds sont. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire plus, il s'agit d'être plus présent, plus conscient, plus concentré. 4. Honore ta parole, même s'il n'y a pas de témoin.
Il y a une force invisible qui te construit ou te détruit en silence. Elle ne se voit pas, elle ne se touche pas, mais elle est présente chaque fois que tu fais une promesse. Chaque fois que tu dis « je commence demain », cette fois-ci oui, je ne suis pas comme ça. Cette force est ta parole. Et sa valeur ne dépend pas de savoir si quelqu'un l'écoute, mais de savoir si tu es capable de la tenir quand personne ne regarde. La plupart des gens parlent comme si les mots étaient gratuits. Ils promettent sans réfléchir, affirment sans intention réelle, compromettent leur intégrité par impulsion ou pour faire semblant. Ils disent qu'ils vont changer, qu'ils vont commencer, que cette fois-ci ils sont sérieux, mais ils ne le font pas. Et chaque fois qu'ils ne tiennent pas leur parole, même si personne d'autre ne le remarque, leur esprit le remarque, leur âme l'enregistre. Et quelque chose se brise à l'intérieur, parce que lorsque tu ne tiens pas ta parole, tu t'apprends à te méfier de toi. Tu te dis, sans le dire, que ce que tu promets ne vaut rien, que tes décisions sont faibles, que ton engagement est superficiel, et cela s'accumule, une promesse brisée aujourd'hui, une excuse demain, une justification plus tard, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui ne croit plus en lui-même. Les stoïciens défendaient la cohérence comme une vertu fondamentale. Pour eux, le vrai caractère ne se mesurait pas par ce que tu faisais en public, mais par la façon dont tu agissais, en solitude. Parce qu'il est facile d'être discipliné quand quelqu'un te regarde. Il est facile de tenir sa parole quand il y a une pression extérieure. Ce qui est difficile et ce qui te forme vraiment, c'est de rester ferme quand il n'y a pas de témoin, quand personne ne te demande, quand tu pourrais échouer sans conséquence immédiate, mais tu choisis de ne pas le faire. Tenir ta parole n'est pas seulement une preuve de force, c'est un outil pour construire la confiance en soi. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même s'il n'y a personne qui regarde, tu renforces une idée puissante. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Même moi, je peux avoir confiance en moi. Et cette confiance, cette sécurité profonde, est la base de toute transformation réelle. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as juste besoin de te prouver quelque chose à toi-même. Que cette fois-ci, tu es sérieux. Que cette fois-ci, ta parole n'est pas négociable. Parce qu'il n'y a pas d'honneur plus grand que d'être fidèle à ce que tu as dit, même quand il serait plus facile d'échouer. Fais-le par respect pour toi. Fais-le parce que tu ne veux plus vivre divisé entre ce que tu dis et ce que tu fais. Fais-le parce que tu comprends que les mots ont du poids et celui qui parle en vain vit en vain. Si tu t'es promis de changer, commence. Si tu as dit que tu allais le faire, fais-le. Et si tu échoues, que ce ne soit pas par faiblesse, mais pour avoir essayé jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de témoins, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin d'intégrité. Et l'intégrité se forge dans l'obscurité, quand personne ne voit, mais toi, tu sais. Tu sais toujours. Tu sais quand tu tiens ta parole et quand tu fuis. Tu sais quand tu es fidèle à ta parole et quand tu inventes des excuses déguisées en raison. 5. Affronte le monstre que tu as toujours évité. Il y a un coin dans ton esprit où tu caches tout ce que tu ne veux pas voir, les décisions que tu n'as pas prises, les erreurs que tu évites de te rappeler, les vérités que tu connais, mais que tu n'affrontes pas. Dans ce coin vit un monstre. Il ne crie pas, il n'attaque pas, il ne court pas après toi. Il attend simplement. Il attend que tu te fatigues de fuir. Parce qu'à chaque fois que tu l'évites, il grandit. Et chaque fois que tu l'affrontes, il s'affaiblit. Ce monstre peut prendre de nombreuses formes. Peut-être est-ce une conversation gênante que tu as toujours repoussée. Peut-être est-ce un rêve que tu as abandonné par peur de l'échec. Peut-être est-ce une version de toi-même que tu as honte de regarder en face. Quoi qu'il en soit, tu le connais bien. Il est là, présent dans tes silences, dans ton anxiété, dans ces nuits où tu ne peux pas dormir et tu ne sais pas pourquoi. Mais tu le sais, tu sais exactement ce que tu évites. Tu le sens dans ton estomac chaque fois que tu y penses. Tu le portes sur ton dos quand une autre journée passe sans l'affronter. Et cela te coûte cher. Il te vole de l'énergie, de la clarté, de la force, parce que ce que tu n'affrontes pas te consume. Et le prix de la procrastination est toujours plus élevé que celui de l'action.
Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Les stoïciens ne vivaient pas en fuyant la douleur, l'inconfort, le conflit. Ils les affrontaient, non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils savaient qu'éviter les difficultés ne fait qu'alimenter la faiblesse. Et celui qui s'habitue à éviter, s'habitue à être moins que ce qu'il peut être. Demande-toi, quelle partie de ta vie regardes-tu du coin de l'œil? Quelle vérité nies-tu par confort? Quelle décision continues-tu à repousser parce que tu sais qu'elle va faire mal? C'est ça le monstre. Et il ne va pas disparaître. Il ne va pas se résoudre tout seul. Il ne va pas attendre éternellement. À un moment donné, tu devras l'affronter. Et plus tu le repousseras, plus le coup sera dur. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux. Tu as juste besoin d'en avoir assez de vivre à moitié. Parce que c'est ce que tu fais quand tu évites l'essentiel. Tu survis, mais tu ne vis pas. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Tu t'occupes, mais tu ne grandis pas. Et cela te tue lentement, en silence, sans laisser de marques visibles, mais en laissant des blessures internes qui ne guérissent pas tant que tu continues à fuir. Alors, ça suffit. Regarde-le en face. Parle à qui tu dois parler. Prends la décision que tu as évitée. Reprends le chemin que tu as abandonné par peur. La vie ne va pas devenir plus facile, mais tu peux devenir plus fort. Et cette force s'acquiert en affrontant ce qui te fait le plus peur. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, juste d'un premier pas. Et la volonté de continuer à marcher, peu importe combien le sol tremble. Parce que ce qui se trouve de l'autre côté du monstre n'est pas seulement un soulagement. C'est la liberté, c'est le respect de soi, c'est le pouvoir. Et cela ne s'achète pas, cela se conquiert. Affronte la peur, affronte la vérité, affronte la partie de toi que tu ne veux plus porter. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans confrontation. Et il n'y a pas de paix sans d'abord traverser la guerre que tu évites. Affronte le monstre, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose digne de quelqu'un qui ne veut plus fuir lui-même. 6. Dessine ton destin avec de l'encre et du courage. Certains traversent la vie comme s'ils étaient une toile entre les mains d'autrui. Chaque pas qu'ils font, chaque décision qu'ils reportent, permet à quelqu'un d'autre de dessiner sur eux. La famille, les attentes, la peur, la routine. Ils ne prennent jamais le pinceau. Ils n'affirment jamais fermement. C'est moi qui décide. Ils se contentent de suivre les traces que d'autres ont commencées, croyant que le destin est quelque chose qui arrive simplement. Mais ce n'est pas le cas. Le destin n'est pas un accident, c'est une œuvre, et chaque action que tu prends est un coup de pinceau. Chaque habitude, chaque promesse tenue, chaque défi relevé ou évité est une ligne de plus dans le tableau que tu es en train de construire. La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui survivent réside dans une décision: prendre le contrôle du trait. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une brutalité claire. Pour eux, il n'y avait pas de temps à perdre sur ce qui ne peut pas être contrôlé. La seule question réelle était: que feras-tu de ce qui est entre tes mains? Marc Aurèle, un empereur qui écrivait seul chaque nuit, ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait la direction. Il savait que chaque journée devait le rapprocher davantage de la vertu, du but, de la maîtrise de soi. Chaque jour était une occasion d'écrire mieux son histoire. Mais pour cela, tu as besoin de deux choses: de l'encre, qui est l'action, et du courage, qui est la volonté de l'utiliser même s'il n'y a pas de garantie. Beaucoup veulent avoir le destin résolu avant de bouger. Ils veulent savoir qu'ils ne vont pas échouer. Ils veulent la carte complète avant de faire le premier pas. Et ainsi, ils perdent des années à attendre. Mais le destin ne se donne pas, il se dessine, avec des pas réels, des décisions fermes, des erreurs qui enseignent plus que n'importe quelle théorie. Celui qui n'agit pas s'efface. Il devient une copie floue de lui-même. Il se camoufle dans la médiocrité, s'adaptant à ce qui vient, au lieu de choisir ce qu'il veut construire. Et quand tu t'habitues à ne pas décider, le temps décide pour toi. Ce que tu ne dessines pas, la coutume, la pression ou le confort le dessinent. Dessiner ton destin n'est pas tout écrire d'un coup.
C'est avoir une clarté sur l'essentiel et avancer chaque jour vers cela. Écris avec du feu, pas avec un crayon. Ne sois pas en train d'effacer tes plans pour t'adapter, ni tes rêves pour éviter les critiques. Tracer ton chemin exige une brutalité honnête et un engagement réel. Il faut que tu te lèves, même quand tu ne vois pas le résultat immédiat, que tu restes ferme, même quand l'environnement s'effondre. Pose-toi une question inconfortable. Ce que tu fais aujourd'hui fait-il partie de l'histoire que tu veux raconter demain? Parce que si la réponse est non, alors tu prêtes ta vie à quelqu'un d'autre. Et si tu ne reprends pas le contrôle, tu te perdras dans le dessein des autres. L'encre s'épuise. Le temps aussi. Alors, agis maintenant. Fais ce que tu as dit que tu ferais. Vis selon le but que tu as choisi. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais que tu n'es pas venu dans ce monde pour imiter, mais pour créer. Le destin est une œuvre qui se construit avec du courage. Et chaque fois que tu choisis d'agir avec intention, tu laisses une marque que personne ne peut effacer. Alors prends le pinceau. Fais-le avec décision. Fais-le avec force. Fais-le avec la clarté de celui qui n'est plus prêt à vivre une histoire écrite par la peur. 7. Cherche l'inconfort comme celui qui cherche la force. Le guerrier ne se forge pas dans le calme, il se forge dans le froid, dans le poids, dans la résistance. Il ne se renforce pas en évitant la douleur, mais en l'affrontant jusqu'à en faire partie du processus. Il en va de même pour toi. Si tu continues à chercher le confort, tu resteras faible. Parce que le confort ne t'entraîne pas, il t'endort. Il ne te prépare pas, il te met à l'aise. Et plus tu le poursuis, moins tu as la capacité de résister à la vie réelle. Tout ce qui vaut, coûte. Tout ce qui transforme, dérange. La discipline fait mal. La vérité brûle. La croissance est inconfortable parce qu'elle te déracine de ce que tu connais et te pousse vers ce que tu ne maîtrises pas encore. Et c'est pourquoi beaucoup n'avancent pas. Parce qu'ils confondent le malaise avec un signal qu'ils doivent s'arrêter. Mais c'est tout le contraire. Cet inconfort que tu ressens lorsque tu te pousses, lorsque tu brises tes excuses, lorsque tu affrontes ce que tu craignais, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, mais ne l'évite pas non plus. Il le respecte, il l'accepte comme une partie inévitable de la vie. Épictète l'a vécu dans sa propre chair. Il a été esclave, a perdu tout ce qu'il avait, et pourtant il a écrit que la liberté ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de comment tu réponds. L'inconfort ne l'a pas détruit, il l'a défini, il l'a transformé en quelqu'un d'invincible, parce qu'il n'avait plus besoin de conditions parfaites pour agir. Il avait juste besoin de volonté. Et toi, quand a été la dernière fois que tu as fait quelque chose de difficile volontairement ? Quand as-tu choisi le chemin inconfortable, non pas parce que tu n'avais pas d'autre choix, mais parce que tu savais que c'est là que se trouvait la croissance? Nous vivons à une époque où tout est conçu pour être facile, rapide, accessible. Mais cette facilité constante a un coût. La faiblesse mentale, la fragilité émotionnelle, l'incapacité de maintenir un effort soutenu. Si tu n'entraînes pas ton esprit et ton corps dans l'inconfort, le moindre petit obstacle te brise. La moindre critique te blesse. Le moindre échec t'arrête. Mais si tu fais de l'inconfort ton terrain d'entraînement, rien ne te brise facilement. Parce que tu as déjà été là avant. Parce que tu as affronté la douleur volontairement. Et cela t'a donné du pouvoir. Cherche l'inconfort comme celui qui cherche la force. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en punition. Mais tu as besoin d'inclure quotidiennement quelque chose qui te sort de la facilité. Te réveiller plus tôt, t'entraîner plus dur, laisser ton téléphone de côté, travailler sans distraction, dire non à ce que tu sais qui t'affaiblit, de petites décisions qui te durcissent, qui te rendent plus solide, plus résistant. Et le plus important, apprends à ne pas fuir quand l'inconfort apparaît sans prévenir, parce que tu ne le choisis pas toujours. Parfois, la vie l'impose. Et si tu as l'habitude de l'éviter, il va t'écraser. Mais si tu es entraîné, si tu as déjà vécu avec le malaise, tu resteras debout. Tu répondras avec du caractère, pas avec des plaintes. Tu prendras le contrôle. Tu ne chercheras pas des coupables. L'inconfort révèle qui tu es. Il montre tes limites, tes peurs, tes véritables forces. Mais c'est aussi le terrain où tu peux te reconstruire,
où tu peux transformer chaque échec en apprentissage, chaque chute en élan, chaque jour difficile en une leçon. Ne cherche pas une vie confortable, cherche une vie avec un but. Et si ce but t'exige de passer par la douleur, par le doute, par la résistance, bienvenue. Parce que la force que tu désires ne se trouve pas dans le plaisir, elle se trouve dans ce que tu es prêt à supporter. 8. Tue une excuse avant qu'elle ne tue ton rêve. Les excuses n'apparaissent pas comme des monstres. Elles ne crient pas, elles ne frappent pas à la porte. Elles rampent lentement, déguisées en logique. Ce n'est pas le moment. Je suis fatigué. Je n'ai pas ce qu'il faut. Elles se déguisent en justification, en bon sens, en prudence. Et sans que tu t'en rendes compte, elles t'endorment. Elles te convainquent que demain sera meilleur. Et ce demain devient une chaîne. Invisible mais solide. Pendant ce temps, ton rêve se refroidit, il se perd, il meurt. Chaque excuse est un poison lent. Elle ne te détruit pas en un jour, mais en 1000. Parce que pendant que tu répètes ton excuse favorite, quelqu'un là-bas, moins préparé que toi, avec moins de ressources, avec plus d'obstacles, avance déjà. Il échoue déjà, apprend, s'améliore, grandit. Non pas parce qu'il n'a pas d'excuses, mais parce qu'il a choisi de ne pas leur obéir. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité sans fioriture, à ne pas négocier avec ce qui affaiblit, à ne pas tolérer en soi ce qui sabote le but. Pour les stoïciens, ce que tu dis ne vaut rien si tu ne le soutiens pas par l'action. Épictète le disait sans détour, ne dis pas que tu vas être sage, agis en conséquence. Aujourd'hui, nous dirions la même chose. Ne dis pas que tu vas changer. Agis comme quelqu'un qui a déjà commencé. Et cela commence par tuer les excuses, une par une. Chaque fois que cette voix intérieure veut remettre à plus tard, détecte le piège. Parce que c'est ce que c'est, un piège subtil. Le problème est que souvent tu lui parles avec affection. Tu la crois. Tu la répètes comme si c'était une vérité absolue. Et plus tu la répètes, plus tu t'identifies à elle. Elle devient une partie de toi. Et un jour, tu te définis par tes excuses plutôt que par tes actions. La seule façon de briser ce cycle est avec une brutalité honnête. Tu dois arrêter de négocier avec ce que tu sais qui te retient. Tu dois reconnaître tes excuses, sans les déguiser en raison. Tu dois te dire la vérité, même si ça fait mal. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas assez. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je préfère le confort. Ce n'est pas que je ne sais pas comment, c'est que je n'ai pas voulu commencer. Et il ne s'agit pas de te punir. Il s'agit de te libérer. Parce que derrière chaque excuse que tu tues, tu récupères de l'énergie. Tu récupères de la clarté. Tu récupères du pouvoir. Chaque jour où tu agis malgré les excuses, tu deviens quelqu'un de plus dangereux, de plus déterminé, de plus capable. Non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que tu as décidé de ne plus faire partie du problème. Les excuses ne sont pas toutes éliminées en une fois, mais elles sont affrontées une à une. Quand tu te lèves sans laisser de place aux 5 minutes de plus. Quand tu t'entraînes même si tu es fatigué. Quand tu travailles même si tu n'as pas envie. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. Dans chacune de ces décisions, tu tues une excuse. Et chaque excuse tuée est un pas de plus vers ton rêve. Demande-toi, combien d'opportunités as-tu perdues en obéissant à une excuse? Combien de projets n'as-tu pas commencé? Combien de fois t'es-tu arrêté juste avant de réussir? Combien de temps vas-tu encore permettre à cette voix confortable de décider pour toi? Plus maintenant. À partir de maintenant, chaque fois qu'une excuse apparaît, agis. Ne débat pas, ne négocie pas, ne la nourris pas. Fais simplement ce que tu dois faire. Parce que si tu ne la tues pas, elle va tuer ton progrès, ta vision, ton rêve. Tue une excuse aujourd'hui. Et avec cet acte, commence à construire la version de toi qui n'a pas besoin de justification pour avancer. Juste de l'action, juste de la volonté, juste de la vérité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.